Bonjour à tous. Merci d'être venus. Très bien. Merci aux organisateurs pour pour ce magnifique événement à un endroit féerique, ensemble avec des gens très sympas. Le dîner hier, je ne l'oublierai pas tout de suite, vraiment très sympathique. Merci beaucoup. Alors, on a deux sujets ce matin qui vont vous amener dans un petit voyage dans la néphrologie pédiatrique. Le premier, c'est la néphropathie du pourpre rhumatoïde. Et le deuxième, ça sera le CHU, le syndrome hémolytique et urémique. Donc, on va commencer avec la néphropathie du pourpre rhumatoïde. Alors, déjà, le nom a changé. Maintenant, on appelle ça plutôt vascularite IgA avec néphrite. Peu importe. Pour les souvenirs, c'est toujours le pourpre rhumatoïde pour toujours, hein, mais bon. Maintenant, la nouvelle nomenclature, c'est vascularite IgA avec néphrite. En gros, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans l'épidémiologie. C'est toujours la première cause de vascularite chez l'enfant. C'est toujours une incidence annuelle de 10 à 30 par 100 000 personnes. Il y a toujours 10% des cas qui sont adultes seulement. Et il y a toujours un tout petit peu plus de garçons. Et c'est toujours aux alentours de 6 ans. Et la plupart des cas sont en dessous de 10 ans. Donc ça, c'est pas très compliqué. Les critères diagnostiques n'ont pas changé non plus. Vous les connaissez d'ailleurs. C'est l'atteinte cutanée, pas bien compliqué, symétrique sur toutes les jambes, infiltré, donc palpable. Le tube digestif avec une hémorragie digestive et ou une invagination intestinale aiguë, qui est la complication la plus redoutée au niveau digestif. Ça, c'est pas compliqué. Et puis, et là, viennent les petites choses qu'il ne faut pas forcément oublier et qui ne sont pas absolument banales parce que beaucoup plus rares. C'est des manifestations rares. Les manifestations rares comme l'orchite, comme l'urétrite, comme, vous le voyez, la pancréatite. Là, du coup, on est très rare. C'est pas seulement rare, c'est très rare. Parotidite, myosite, etc., etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de manifestations qui sont ultra rares, mais qui peuvent avoir des conséquences majeures. On parle néphro-uro. Néphro-uro, l'urétrite nécessite un traitement par petite pommade de corticoïdes. Sinon, vous pouvez avoir des sténoses. Et cette urétrite, vous la voyez pas, hein, l'enfant vous en parle peut-être pas. Il faut la chercher. Il faut la chercher et regarder, et à ce moment-là, prescrire une petite pommade à la base de corticoïdes et ça disparaît. L'orchite, vous le savez, indication 2 semaines de corticoïdes, 1 mg par kilo et par jour par os. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de test diagnostique spécifique. En même temps, on n'en a pas besoin parce qu'on a les critères diagnostiques qui étaient très, très clairs. Et en plus de ça, bon, on a l'IgA qui est un tout petit peu augmenté dans la majorité des cas, mais ça n'a aucune conséquence ni véritablement pour le diagnostic, ni pour la sévérité. Donc, n'oubliez pas les manifestations rares qui pourraient nécessiter un traitement. Donc, l'atteinte rénale de la vascularite IgA. Alors, vous regardez des publications, ils parlent d'une atteinte rénale entre 20 et 80%. Alors 80%, moi, je veux bien voir, ça n'existe, c'est juste tout simplement pas vrai. C'est les cohortes le disent. Moi, je pense que c'est entre 20 et 25% ou quelque chose. Et bien évidemment, ce ne sont pas tous des atteintes particulièrement sévères, bien évidemment. Que la néphrite du pourpre rhumatoïde est responsable d'une insuffisance rénale chronique de 7 à 50% des patients. Vous imaginez ça? 50% des patients? En 20 ans de néphrologie pédiatrique, même plus que 20 ans, 24 ans, je n'ai jamais vu un enfant avec une purpura rhumatoïde ou une néphrite du pourpre rhumatoïde arriver en dialyse. Donc, ça parle quand même. Hein, donc, on n'a pas... Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez bien. Okay. Voilà. Donc, le plus souvent, l'évolution est clairement favorable, au moins à court terme. Au moins à court terme. Alors, comment ça fonctionne? On a un IgA qui n'est pas normal, parce qu'il lui manque un peu de galactose. Donc, un IgA qui n'est pas normal est chassé par des IgG. Et quand les IgG l'attrapent, ça fait des complexes IgG-IgA. Et ces complexes IgG-IgA, du coup, ils se déposent joliment là, dans le mésangium. Et quand il se dépose là, il crée une inflammation dans le glomérule, dans le mésangium. Et ça s'appelle un glomérulonéphrite. Donc, en fait, c'est tout simplement ça, la néphrite du purpura rhumatoïde.
Voici. Donc, bien évidemment, ça vous rappelle immédiatement, enfin ça vous le connaissez de vos études, vous connaissez de vos études, enfin, c'est relativement clair que ça ressemble quand même drôlement à la maladie de Berger. Donc la grosse néphropathie à IgA des adultes. Donc, maintenant, il y a énormément de choses qui sont en commun, surtout ce problème au niveau de l'IgA1, avec le déficit de galactose. Mais il y a aussi des choses qui sont horriblement différentes. C'est-à-dire, la maladie de Berger est toujours une maladie chronique, même si elle n'est pas très grave, mais elle restera toujours chronique. Et le purpura rhumatoïde est a priori toujours une maladie aiguë, même si elle est très grave. D'accord ? Donc, bien évidemment, ça a un certain impact sur la prise en charge. Et bien évidemment, la maladie de Berger n'a pas de manifestation extra-rénale. Donc maintenant, depuis très longtemps, on sait traiter le purpura rhumatoïde. Une série, franchement ancienne, de Necker avait montré qu'utiliser des bolus de méthylprednisolone, donc Solu-Medrol, pour les formes sévères d'atteinte rénale, avec un syndrome néphrotique et des croissants, donc à la biopsie, des proliférations extracapillaires, donc des signes de gravité, et ben, ces bolus de Solu-Medrol font fondre les croissants comme la glace dans le soleil. Donc ça se traite très bien. Et du coup, on s'est mis un tout petit peu à mettre ces choses-là en question et on voulait savoir qu'est-ce qui est finalement vraiment grave pour ces enfants-là et qu'est-ce qui n'est pas grave. Regardez là. Ça, c'est la fameuse classe 4. Une classe 4, c'est la forme histologique la plus grave de l'atteinte glomérulaire. Il y a ça vous parle, des croissants, des proliférations extracellulaires, extracapillaires. Donc, une prolifération à l'intérieur du glomérule. Donc, ça, c'est quelque chose qui, bien évidemment, peut vous détruire votre glomérule en quelques jours, voire quelques semaines. Donc, quand on a cette situation-là, on a une classe 4. Et regardez où elle arrive, la classe 4. La classe 4, après les quelques années de surveillance, eh ben, en termes de protéinurie, elle est en dessous de la classe 2. Vous voyez ça ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ? Là, il y a la classe qui est ultra sévère, mais qui finalement finit par atterrir à quelque chose qui est finalement moins grave que la classe 2. Alors, première cause, bien sûr, la classe 4 a été plus lourdement traitée. Donc, on peut dire que si on traite bien, eh ben, finalement, on améliore énormément le pronostic. Donc, peut-être la classe 2, elle a été sous-traitée. Donc, ça, c'est la numéro 1. Et vous voyez aussi que là, ça, ce n'est pas une petite différence, hein, c'est un axe logarithmique. Donc, vous voyez à quel point la différence de protéinurie est énorme. Donc, c'est assez spectaculaire. Donc, piège, surtout pas penser qu'une histologie dite rassurante soit vraiment rassurante. Elle ne l'est pas. Il faut traiter correctement et surveiller correctement. Et maintenant, la protéinurie chez les enfants qui ont eu des bolus et des enfants qui n'ont pas eu de bolus. Regardez là, de nouveau l'axe logarithmique. Donc cette petite différence n'est pas une petite différence, mais une grande différence. Et regardez ce qui se passe. Clac. Ceux qui ont eu les bolus en noir, là, eh ben, ils sortent avec une protéinurie bien moins importante que ceux qui n'ont pas eu les bolus. Donc les bolus de Solu-Medrol, ça a l'air quand même d'être un truc qui marche drôlement bien dans le purpura rhumatoïde, avec cette différence-là que vous voyez là. Et maintenant, encore pire. Regardez là. Là, on a zoomé sur la classe 2. La classe 2, c'est un truc qui n'est pas trop grave, mais pas trop banal non plus. Donc, ça, c'est l'incidence de rémission. C'est drôle de parler d'incidence de rémission. Enfin voilà, c'est la probabilité que l'enfant se mette en rémission. Et regardez là. Ceux qui ont eu la plus grande protéinurie ont la plus grande probabilité d'être en rémission. C'est incroyable. Donc, encore une fois, est-ce que c'est juste parce qu'ils étaient mieux traités ? Parce que les médecins ont réagi au quart de tour et les ont traités correctement? Ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à la maladie vraiment propre qui fait que l'évolution soit différente? Donc, encore une fois, le piège, c'est ne pas penser qu'une protéinurie basse soit de bon pronostic absolument. Là, c'est un tout petit peu compliqué, mais je vous explique en 2 mots. Donc, on a toujours pensé que
vite traité, ça évite des lésions. Là, c'est le délai entre le début du purpura rhumatoïde et la biopsie. Donc, si je biopse vite, je traite vite. Souvent, c'est comme ça. Donc, vous voyez là en bas, c'est tous ceux qui ont eu leur biopsie quand même relativement vite. Et ça, c'est des patients qui ont eu leur biopsie relativement tardivement. Et maintenant, regardez. Ceux qui sont en foncé, c'est des lésions chroniques. Donc, on pourrait se dire que c'est là, ça ne nous surprend pas. Ils ont eu leur biopsie super tard, donc ils ont eu le temps de développer des lésions chroniques. Par contre, c'est là. C'est quoi ce truc-là? Ils ont eu leur biopsie aussitôt que c'est là, mais ils évoluent mal. Ils évoluent bizarrement. Donc, on pense que les lésions chroniques peuvent probablement être présentes dès le début. Et maintenant, rappelez-vous de ce que j'ai dit tout au début. Purpura rhumatoïde, maladie de Berger. Maladie de Berger est toujours chronique, purpura rhumatoïde est toujours aiguë. Toujours en médecine, quand on veut créer des tiroirs artificiels, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des formes mixtes entre les deux. Et les purpura rhumatoïdes qui évoluent mal, avec ces lésions chroniques qui sont là dès le début, ce sont des formes mixtes entre la maladie de Berger et le purpura rhumatoïde, et qui sont donc logiquement de mauvais pronostics. Donc, il est clair que le meilleur moment pour la biopsie rénale, le consensus, vous pouvez toujours attendre. Mais je vous garantis, il vaut mieux pas trop tarder pour au moins profiter des résultats de ces biopsies. Et l'effet bénéfique des bolus de solumedrol, il y a des gens qui commencent à mettre ça en question, j'en fais pas partie. Pour 80%, 90% des patients, les bolus de solumedrol ont clairement un effet bénéfique et vont faire sortir l'enfant de la zone à risque de développer une insuffisance rénale chronique. Donc, pas tarder avec tout ça. Donc, le piège, c'est la PBR, la biopsie trop tard, ou les bolus de solumedrol trop tard. Donc, très rapidement, par rapport à la progression de l'insuffisance rénale chronique, regardez là. Ça, c'est un peu de la néphrologie, là, mais peu importe, hein, ne vous faites pas peur. Hein, ça, c'est... Les néphrons fonctionnels, c'est là. Si dans une maladie, n'importe quelle maladie, votre nombre de glomérules baisse, votre fonction rénale, votre débit de filtration glomérulaire, au début, il ne baisse pas du tout, parce que les autres compensent, les autres hyperfiltrent. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je raconte ça. En néphrologie adulte, il y a un tiers des patients qui n'ont pas de diagnostic pour la cause de leur insuffisance rénale chronique. Donc, maintenant, je pose une question. Est-ce que ça ne pourrait pas être des pathologies qui ont mal tourné de l'âge pédiatrique? C'est-à-dire, ils ont eu une maladie rénale à l'âge pédiatrique, elle a mal évolué. Au début, on n'a pas vu leur insuffisance rénale parce que les autres glomérules ont compensé. Et après, ils sont entrés dans cette jolie petite spirale d'hyperfiltration, lésion d'hyperfiltration, protéinurie et claque. Et ils finissent par altérer progressivement leur fonction rénale parce que, c'est pas parce qu'hier on m'a beaucoup parlé de pommes de terre, hein, enfin là c'est sûr que hein, pour revenir à leur sujet de base, hier c'était l'alimentation des Allemands, mais enfin peu importe, c'est presque un tout petit peu comme si j'avais mis des pommes de terre sur mon membrane basale glomérulaire. Ce sont en fait des podocytes, peu importe. Alors les podocytes, si vous tirez sur ça, qu'est-ce qui va se passer avec les podocytes là? Ils vont tomber un après l'autre. Hein. Et s'ils tombent, eh ben, vous n'avez plus de membrane basale glomérulaire. Et donc, vous n'avez plus de glomérules. Donc, autrement dit, cette hyperfiltration, jusqu'à un certain degré, elle est physiologique. Et à partir d'un certain degré, elle ne l'est plus. Et clac, finit avec le glomérule et on entre dans une phase d'insuffisance rénale. Pour que ça n'arrive pas, on fait la chose suivante. On prend un IEC ou un ARA2, on bloque donc l'action de l'angiotensine 2, on ouvre l'artériole efférente, et avec ça, on baisse la pression de filtration. C'est super banal, ça a l'air un peu de la mécanique de maternelle, là, mais en fait, c'est ça qui fonctionne. La réalité est probablement plus complexe, en 2 mots. Hein. Angiotensine 2, regardez tout ce qu'il fait, l'angiotensine 2. C'est un truc de dingue. Il régule NF-kappa B, TGF-bêta, toutes ces choses-là. Donc, il régule même certains éléments
immunologique, donc inflammatoire. Donc, en bloquant l'angiotensine 2, on a un sacré effet. Voilà. Et ça, c'est la néphroprotection moderne. Voilà. Donc, en conclusion, une histologie rassurante n'est pas rassurante, une protéinurie inférieure à 1 gramme par litre n'est pas rassurante non plus. Donc, qu'est-ce qui est finalement rassurant? Pas grand-chose dans le purpura rhumatoïde. La PBR, ça vous pouvez effectivement prendre en photo parce que c'est un peu ce qu'on fait nous. Une PBR rapide dans les 14 jours, si la protéinurie est au-dessus de 100 mg par millimole de créatinurie, ça correspond à peu près à 1,5 g par litre au pif. Et la PBR ultra rapide, donc dans les jours qui viennent, quand la protéinurie est néphrotique, donc au-dessus de 250 mg par millimole. Et puis les corticoïdes en IV, si on a une prolifération extracapillaire à la biopsie, ou si on a une protéinurie, tadam, néphrotique. Okay? Et les corticoïdes péros dans plus ou moins toutes les autres situations, sauf si finalement on s'est planté et il n'y a pas du tout d'atteinte glomérulaire sévère. Et donc ça donne finalement ce petit recette de cuisine qui a deux axes, la protéinurie là et l'histologie là, du moins sévère au plus sévère, de la protéinurie la moins grave à la plus grave. Et donc en fonction de ça, vous regardez dans quelle case vous êtes, vous voyez que les corticoïdes prédominent l'histoire, dominent énormément l'histoire. Voilà. Donc, les bolus, si protéinurie forte ou si prolifération à la biopsie. Donc, là, du coup, je ne vais pas repasser par là parce que ça, on avait déjà dit. Mon petit sujet préféré, c'est que quand est-ce que ça peut mal se passer? Quand la PBR est trop tard, quand on retarde finalement le traitement par corticoïdes, on a une perte néphronique, tralali, tralala, cercle vicieux, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est un problème évitable parce qu'on n'a qu'à y aller plus tôt. Et après, il y a la pathologie qui est d'emblée de mauvais pronostic parce qu'elle ressemble à la maladie de Berger. Et là, on a une progression lente, souvent un besoin d'immunosuppresseurs. Et ça, malheureusement, encore aujourd'hui, ça viendra un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un problème qui est inévitable. D'accord ? Et voilà. Donc, quand on est dans une situation atypique pour le purpura rhumatoïde, les similitudes du Berger, pronostic à long terme défavorable, et ça, c'est franchement une partie frustrante du purpura rhumatoïde. Mais on ne va pas terminer avec une partie frustrante. Gardez en tête, le pronostic est favorable dans l'énorme majorité des cas. Et je vous remercie pour cette première présentation.